Bienvenue dans la saison 2 de CamConf, le podcast. Enchantée, moi c'est Camille et je suis psychologue. La psychologie, c'est ma passion. Et aujourd'hui, j'ai envie de la partager avec vous. Si ça vous tente, je vous propose une thématique, des questions associées et on en discute. Réglez le volume de vos écouteurs car vous et moi, nous allons plonger dans les profondeurs du cerveau et explorer l'esprit humain dans toute sa complexité. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de CamConf, le podcast. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 de la saison 2. Et la thématique du jour, c'est la dépression, la reconnaître, la côtoyer et la guérir. Alors avant de commencer cet épisode, j'aimerais bien vous rappeler que je suis moi-même psychologue, donc j'ai le titre de psychologue, mais ma spécialité n'est pas la psychologie clinique, qui est la spécialité qui étudie par exemple un des troubles mentaux, qui est la dépression. J'ai donc fait de mon mieux pour que mes recherches soient les plus claires et les plus précises possibles. Je vous mettrai en description notamment les sites sur lesquels je me suis rendue, mais également des vidéos et témoignages qui ont pu m'aider à écrire cet épisode. Première partie, reconnaître la dépression. Lorsque vous entendez dépression, vous avez sûrement comme toute personne l'idée d'une tristesse profonde et d'une personne qui est assez mélancolique. Eh bien, c'est en partie vrai, mais il y a aussi beaucoup d'autres symptômes qu'on connaît moins et qu'on associe moins à la dépression, que je vais notamment vous présenter dans cet épisode. Alors pour reconnaître les symptômes de la dépression, je me suis basée sur un livre qui s'appelle le DSM-5. C'est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qui répertorie tous les troubles mentaux, leur symptomatologie, leur étiologie, c'est-à-dire leur cause, et qui évolue en fonction des nouvelles découvertes scientifiques. Aujourd'hui, on en est à la version 5, donc le DSM-5, qui est la version la plus récente. Alors dans cette partie reconnaissance du trouble, je vais notamment revenir sur troubles bipolaires et dépression. Est-ce que c'est la même chose ? Parce qu'on a souvent tendance à parler de bipolarité ou de dépression pour parler des mêmes personnes, alors qu'il y a quand même une sacrée différence. La dépression, c'est un trouble qu'on appelle un trouble unipolaire, puisqu'il n'y a qu'un seul pôle. Là où la bipolarité comporte deux pôles. Et je vous expliquerai la différence un petit peu plus tard. Commençons par parler de dépression. La dépression, c'est une maladie mentale qui affecte l'humeur d'une personne, mais aussi la façon dont elle se sent. L'humeur influence la façon de se percevoir de la personne qui a une dépression, mais aussi influence sa façon de percevoir ses relations et ses interactions avec le monde environnant. Alors déjà, quand on parle de trouble, c'est parce que c'est suffisamment intense pour affecter sévèrement le quotidien d'une personne. Si une personne est juste un petit peu triste, un petit peu mélancolique, mais que son quotidien n'est pas altéré, on ne peut pas qualifier ça de trouble. On parle donc de trouble dépressif. Alors je vais vous lire les symptômes du DSM-5 qui correspondent aux troubles dépressifs. Alors ce qu'on imagine le plus lorsqu'on imagine la dépression, bien évidemment, c'est une tristesse extrêmement sévère et une mélancolie latente. La personne est découragée, elle baisse les bras et se dit à quoi bon. Et d'autres symptômes peut-être un petit peu moins connus, la diminution du plaisir pris à faire les activités qu'on aimait faire avant. Une personne qui avait une passion et qui d'un coup se met à ne plus aimer ce qui la faisait vivre, ce qui la faisait vibrer pendant les dernières années, peut être un symptôme de dépression. Il y a aussi dans la dépression des troubles cognitifs et notamment des troubles de l'attention et de la mémoire. Une personne dépressive va avoir du mal à se concentrer sur les activités et va parfois avoir une mémoire un petit peu déficiente. Il y a aussi un ralentissement cognitif qui impacte la prise de décision et la résolution de problèmes. C'est une lenteur globale de la psyché. Il peut aussi y avoir de la fatigue et des troubles menstruels. Il y a les troubles dans la tête, mais il y a aussi les troubles au niveau du corps, qu'on appelle les troubles psychomoteurs. Et donc concernant les troubles psychomoteurs, on peut constater un ralentissement global du fonctionnement de la personne, qui peut notamment se traduire par un manque d'énergie vitale. Dans les choses qui se voient aussi, il peut y avoir un gain ou une perte de poids assez conséquente. Et il peut aussi y avoir des troubles du sommeil, donc soit une hypersomnie, soit des insomnies. Et au niveau des pensées, il peut y avoir malheureusement des idées, mais aussi de la dévalorisation et des pensées négatives qui ruminent dans la tête de la personne qui a une dépression. Alors ça peut aussi se voir physiquement chez la personne, au-delà de ce que je viens de vous dire, mais la personne peut avoir un physique qui reflète son mal-être, qui reflète sa tristesse, donc avec le dos voûté, les coins de la bouche qui descendent pour former un sourire triste, ou encore peu d'expressivité dans le visage, peu d'expression faciale. La voix peut aussi être touchée puisqu'elle peut facilement manquer de prosodie. La prosodie, c'est toute la mélodie dans la voix, donc c'est un ton qui est assez
neutre et qui reste au même débit et au même volume. Le diagnostic d'une dépression doit bien sûr être réalisé par un professionnel de santé qui détient des outils pour mesurer la dépression. Il y a notamment une échelle qui existe qui s'appelle le BDI, le Beck Depression Inventory. Beck étant la personne qui a mis en exergue la triade de Beck, qui est un cercle vicieux des ruminations. Ruminations qui sont un symptôme caractéristique de la dépression. Alors ce qui est un petit peu particulier avec les maladies mentales, c'est que comme elles ne se voient pas forcément au premier abord, celles-ci peuvent mettre plusieurs années à être diagnostiquées. En général, les troubles mentaux sont diagnostiqués entre 15 et 25 à 30 ans. Et pour les personnes qui auraient moins de 15 ans et qui seraient suspectées de dépression, il existe aussi une version pour enfants. Et d'ailleurs, en parlant de version pour l'enfant, je trouvais ça intéressant d'aussi vous parler de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Alors les symptômes, ils sont un petit peu similaires chez les enfants et les adolescents, bien que les préoccupations portent plus sur des choses de leur âge, c'est-à-dire sur l'école ou sur les jeux. Certains enfants, en fonction de ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, ne sont pas forcément capables de communiquer leurs humeurs, et cela peut rendre le diagnostic un petit peu plus compliqué, puisqu'ils peuvent facilement ne pas trop comprendre et garder pour eux leur mal-être. Ce qui peut être un indicateur pour les enfants et les adolescents, c'est notamment les fluctuations de comportement et de notes à l'école, mais aussi à un isolement et à d'éventuels actes de délinquance. La grande différence entre la dépression chez l'adulte et la dépression chez l'enfant, c'est celle-ci, c'est que chez l'adulte, c'est un sentiment de tristesse et de mélancolie qui domine, alors que chez l'enfant, c'est plutôt de l'irritabilité, qui peut se traduire par une hyperactivité ou par un comportement antisocial et de l'agressivité. Alors bien sûr, ça n'exclut pas le fait qu'un enfant ou un adolescent qui est en dépression va se sentir triste et va aussi ressentir moins de plaisir dans les activités qu'il chérissait auparavant, mais celle-ci s'accompagne d'une irritabilité latente. Et chez l'adolescent, ce qui peut aussi compliquer un petit peu le diagnostic, c'est que ça peut être confondu avec ce qu'on appelle la crise d'adolescence, puisque c'est une période où on change beaucoup, notre corps change beaucoup, notre cerveau change beaucoup, et en cela les symptômes de la dépression peuvent se confondre entre guillemets avec les symptômes de la crise d'adolescence. Et aussi ce qui peut faire la différence, c'est que les symptômes que je vous ai cités, qui sont les symptômes de l'adulte, peuvent ne pas être aussi clairs chez les enfants et chez les adolescents. C'est pour ça qu'il faut rester très attentif lorsqu'on soupçonne une dépression chez un enfant ou chez un adolescent. Ce qu'il faut aussi ne pas confondre, ce sont les concepts de déprime et de dépression. Même dans le langage courant, on peut avoir tendance à dire qu'on est déprimé, qu'on est dépressif un petit peu de la même façon, alors que c'est vraiment deux choses très différentes. La déprime, c'est un épisode plutôt succinct de tristesse, de morosité, d'instabilité émotionnelle, mais qui passe. Alors que la dépression, c'est un état qui est plus long, qui dure dans le temps, et qui peut être accompagné, comme je vous l'ai dit, de troubles physiques, de troubles psychomoteurs, de changements d'appétit ou de changements de rythme de sommeil, par exemple. Et bien évidemment, ce qui différencie, c'est que la déprime n'est pas un trouble, lorsque la dépression est un trouble. Et si vous avez bien compris, le trouble, on le qualifie uniquement à partir du moment où ça vient déranger intensément le quotidien de la personne. Également, ce qui peut un petit peu fausser le diagnostic de dépression, c'est que plus une personne est jeune, moins l'on va s'inquiéter d'un épisode de dépression. Puisque si un enfant, par exemple, à 9 ou 10 ans, fait un épisode de dépression, on peut se dire que c'est parce qu'il est en train de changer, que c'est la préadolescence, ou qu'il est encore assez instable, puisque c'est encore une jeune personne. Et donc partir d'un seul épisode pour diagnostiquer une maladie peut être quelque chose de plutôt délicat. Alors que si les épisodes se répètent dans le temps, là on va pouvoir voir une récurrence, et c'est cette récurrence qui va pouvoir permettre de poser un diagnostic si la dépression est là. Et d'ailleurs, en parlant de diagnostic, je voudrais faire le diagnostic différentiel avec le trouble bipolaire. Diagnostic différentiel, ça veut dire que l'on ne peut pas diagnostiquer une des choses si l'autre chose apparaît. Et donc le trouble avec lequel on peut souvent confondre la dépression, c'est le trouble bipolaire. Le trouble bipolaire, comme vous l'entendez, veut dire bipôle, donc il y a deux pôles. Le premier pôle ressemble beaucoup à la dépression puisque c'est un pôle de tristesse et de mélancolie, mais l'autre pôle est un pôle qu'on appelle la manie ou l'hypomanie. D'ailleurs, je vais parler d'épisodes maniaques, mais ça n'a aucun rapport avec le fait d'être maniaque au sens de vouloir ranger son intérieur dès qu'il y a une petite chose qui dépasse. Donc la bipolarité, c'est également un trouble mental, un trouble de l'humeur, qui alterne entre des phases de dépression et des phases de manie. Donc pour la dépression, je ne vais pas vous refaire les symptômes puisque je viens de les évoquer. En revanche, pour l'épisode de manie, on peut expliquer ça comme une période de plusieurs jours ou plusieurs semaines où la personne est extrêmement excitée, elle est hyperactive, elle a énormément confiance en elle, elle a une joie exaltée, elle parle très fort, elle s'habille de manière extrêmement extravagante, elle crée beaucoup de choses. En fait, tout va très vite et très fort. À ce moment-là, dans l'épisode de manie, les personnes bipolaires peuvent agir sans réfléchir, et cela peut amener à des comportements dangereux comme la conduite dangereuse, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, ou alors des relations sexuelles dangereuses.
Les personnes en phase de manie peuvent complètement oublier de dormir, c'est-à-dire qu'elles vont pendant plusieurs semaines dormir 2 heures par nuit, être en très grande forme et oublier même des repas. Tellement elles sont investies dans l'activité qui les a pris, tellement elles sont joyeuses, tellement elles ont envie de faire des choses. Même parfois une sorte de mégalomanie dans les épisodes maniaques, puisque la personne va se sentir au-dessus de tout le monde si elle est capable de ne plus manger, de ne plus dormir et de créer, d'être joyeuse, d'avoir énormément confiance en soi, elle va se croire un petit peu comme le roi ou la reine du monde. Et comme elle se pense invincible, c'est pour ça qu'elle tombe dans des conduites dangereuses. Et certains bipolaires expliquent même qu'ils se sentent une personne différente de ce qu'ils pouvaient être dans leurs épisodes dépressifs, et qu'ils ont l'impression de se sentir comme invincibles, quasiment immortels. Et alors il n'y a pas forcément de normalité entre l'alternance des phases, ça peut durer plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction des personnes. En général quand même, il y a une tendance à ce que les épisodes dépressifs durent plus longtemps que les épisodes de manie. Alors ça je sais pas si c'est vrai, mais en parlant je me demande, est-ce que c'est pas parce que comme pendant les épisodes de manie tout va très vite, et bien l'épisode est puisque la personne fait les choses mais de manière beaucoup plus rapide. Et une chose à prendre en compte aussi dans les troubles bipolaires chez l'adolescent, mais je pense que je pourrais carrément en faire une vidéo dédiée, c'est qu'il y a malheureusement un très gros risque, puisque l'alternance de phase dépressive et de phase maniaque, le fait de ne pas forcément se sentir soi-même, et en phase dépressive d'être complètement au fond du trou, va provoquer des idées dépressives et parfois des tentatives chez les adolescents. Mais les adolescents sont des populations un petit peu plus à risque parce qu'ils sont encore en train de se construire et leur cerveau n'est pas encore stabilisé. Alors les médicaments qui peuvent permettre de soigner un trouble bipolaire, ce sont des médicaments qu'on appelle stabilisateurs d'humeur, justement pour essayer de contrebalancer les down très down et les up très haut. Et on parlera des médicaments qui soignent la dépression dans la partie 3. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que l'origine, donc l'étiologie en langage troubles mentaux, de la dépression et de la bipolarité sont à peu près les mêmes. En général, on parle d'interaction entre des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Ça peut être lié à un stress de début de vie, à des abus, à des conditions familiales particulières, à des conditions violentes, mais aussi au deuil d'une personne proche ou à des privations. Alors la dépression, au-delà du fait d'être une maladie qui extrêmement difficile à vivre pour la personne dépressive, ça peut aussi être difficile à vivre pour ses proches. Lorsqu'on est dépressif, le monde nous paraît maussade, nous paraît fade, on a l'impression que tout ce qu'on va pouvoir entreprendre va forcément n'avoir aucun goût, aucun sens, aucune saveur, et le fait d'anticiper que n'importe quelle nouvelle activité ne va nous procurer aucune sensation peut nous faire voir le monde facilement de manière très sombre. Dans la dépression, on se rend compte aussi que plus rien ne nous fait vibrer, que les choses que l'on aimait avant, on ne les aime plus. Les choses finalement auxquelles on pouvait se rattacher pour avoir un peu de vie ne fonctionnent plus. Les personnes dépressives ont aussi un mal fou à faire des activités simples comme se lever, se doucher, marcher, sortir dehors. Et cela leur demande clairement un effort surhumain. Et tout ça fait que l'espoir de s'en sortir, l'espoir de guérir peut facilement disparaître. Alors vous imaginez bien que si une personne dépressive vit tout ça, son entourage va forcément le vivre aussi à travers elle. Et comme je vous l'ai dit, les choses qui sont pas forcément connues à propos de la dépression, ce sont notamment les troubles cognitifs, comme une baisse de la concentration, une baisse de l'attention, une fatigue, mais également une lenteur dans le système cognitif. Donc quand on va demander par exemple quelque chose à une personne bipolaire, elle peut très facilement l'oublier, elle peut avoir beaucoup de mal à se concentrer pour faire une activité, mais elle peut aussi avoir du mal tout simplement à réfléchir. Et en plus de ça, la personne dépressive va se rendre compte qu'elle est ralentie, et comme elle subit des ruminations et des pensées dévalorisantes à propos d'elle-même, va tout simplement se culpabiliser, penser qu'elle est un fardeau pour ses proches, pour son entourage, qu'elle est la pire personne du monde, qu'elle ne le mérite pas, et tout ça crée un cercle vicieux qui rappelle le cercle de la triade de Beck. La triade de Beck, pour rappel, ce sont 3 pensées qui s'auto-nourrissent, ce sont 3 types de pensées négatives qui se nourrissent et qui forment un cercle vicieux, notamment sur l'estime de soi, sur le monde et l'entourage, et également sur l'avenir. Ce qui pourrait donner « je suis nul »,« le monde est injuste » et « l'avenir est sans espoir ». Vous imaginez bien que lorsqu'on est pris dans cette triade, chacune des pensées s'auto-alimente et cela peut créer des ruminations très très désagréables. Et donc côtoyer la dépression lorsqu'on n'est pas forcément informé notamment de ces troubles cognitifs, mais par exemple aussi des troubles du sommeil ou des troubles d'appétit, peut être plutôt très intriguant, et si on n'est pas au courant, on se demande pourquoi la personne est si lente, pourquoi elle ne fait pas d'efforts, pourquoi elle est aussi molle, et pourquoi tout simplement elle n'essaye pas de faire des choses. On peut même avoir tendance à se dire que la personne fait exprès, qu'elle nous embête, qu'elle fait tout pour nous énerver, qu'on doit tout répéter 1000 fois pour se faire comprendre, mais bien évidemment ce n'est pas le cas, d'où le fait que notamment je fasse cette vidéo, c'est pour vous informer,
de tous les symptômes qui composent la dépression. Alors bien sûr, si vous êtes dans l'entourage d'une personne qui présente ces symptômes-là et qui semble être en dépression, la meilleure chose que vous puissiez lui faire, c'est de lui conseiller d'aller voir un professionnel de santé. Cela peut être un psychologue en premier lieu qui redirigera sûrement vers un psychiatre si la prise médicamenteuse est nécessaire. Et vous pouvez aussi essayer de dialoguer avec cette personne, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être assez compliqué de dialoguer avec une personne qui a très peu d'espoir, qui ne produit pas forcément de mots, qui ne parle pas forcément de ses symptômes et de son mal-être. Troisième partie, guérir la dépression. Alors la dépression peut être améliorée ou guérie via deux choses qui sont complémentaires et qui doivent, selon moi et selon le DSM-5 aussi, être faites en même temps. On a d'un côté la prise médicamenteuse, de ce que vous connaissez tous, les antidépresseurs. Littéralement, ce sont des actifs qui, lorsque vous les ingérez, vont aller dans votre cerveau et passer par vos neurones. Alors si vous ne le saviez pas, dans le cerveau, vous avez des millions et des millions et des millions de neurones qui communiquent entre eux par ce qu'on appelle des potentiels d'action qui sont des messages chimiques et électriques. Et donc, imaginez que nous avons deux neurones. Au milieu de ces deux neurones, il y a ce qu'on appelle la fente synaptique, qui est l'espace où les neurotransmetteurs vont aller d'un neurone à l'autre. Et donc, les antidépresseurs, ce sont des actifs qui empêchent la recapture de la sérotonine. Je vais essayer de vous l'expliquer facilement. Vous avez le neurone 1 et le neurone 2. Le neurone 1 va devoir donner l'information au neurone 2 qu'il y a de la sérotonine qui arrive. La sérotonine, c'est l'hormone du plaisir et du bien-être. Et en fait, naturellement, lorsque le neurone 1 va envoyer de la sérotonine au neurone 2, il va, ce qu'on appelle, recapturer quelques bribes de ces neurotransmetteurs. Donc ils vont retourner dans le premier neurone. Ce qui fait que, si je vous l'image, dans le premier neurone, on a 10 molécules de sérotonine qui partent. Le premier neurone va en recapturer par exemple 4. Et donc les 6 vont arriver au neurone 2 et vont passer donner l'information au neurone suivant. Et bien les antidépresseurs bouchent les capteurs qui réceptionnent la sérotonine. Ce qui voudrait dire que dans le premier neurone, vous aviez 10 molécules de sérotonine qui partent dans le neurone 2 et vous n'en avez aucune qui est recapturée. Ce qui fait que c'est littéralement comme s'il y avait plus d'hormones du bien-être et du plaisir qui allaient à l'autre neurone. Et donc le message dans le cerveau, c'est qu'il y a plus de bien-être et plus de plaisir. Voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué, sinon je vous mettrai une vidéo dans la barre d'infos pour en savoir un petit peu plus sur la recapture de la sérotonine. Alors je vous l'ai dit, la guérison de la dépression se fait notamment par la prise médicamenteuse, qui ne peut être d'ailleurs prescrite que par un psychiatre et pas par un psychologue. Mais le psychologue, là où est son rôle, c'est de proposer une thérapie. Et des thérapies qui fonctionnent plutôt très bien dans la dépression, ce sont les thérapies cognitives et comportementales, dont vous avez sûrement déjà entendu parler sur ma chaîne. Donc comme son nom l'indique, les thérapies cognitives et comportementales sont des thérapies qui portent sur les pensées et les émotions, donc les cognitions, et aussi sur les comportements. Et le secret dans la dépression, malheureusement et heureusement j'ai envie de dire, c'est qu'il faut faire ce qu'on n'a pas du tout envie de faire. C'est-à-dire qu'une personne dépressive qui n'a aucune envie de se lever, la meilleure façon de pouvoir guérir sa maladie et améliorer son mode de vie va être de se lever. Une personne dépressive, elle va beaucoup avoir tendance à rester dans son lit, à rester dans le noir, à ne rien faire, à ne pas s'habiller, à ne pas aller dehors, à ne pas aller voir ses amis, à tergiverser sur ses ruminations, à se dire qu'elle n'en vaut pas la peine, à culpabiliser et à avoir honte. Et c'est toutes ces pensées-là qui vont faire qu'elle va rester dans son cercle vicieux, qu'elle va rester chez elle et qu'elle ne va pas sortir. Mais comme je vous le disais, la meilleure chose, c'est bien évidemment de contrer tout cela. Alors je sais que ce n'est pas facile, je le sais bien, mais je pense que c'est important d'amener un message d'espoir aussi, qui consiste à dire que si l'on se fait aider, si l'on est médicamenté et que l'on suit une thérapie, c'est possible d'en sortir. Alors que faire en état de dépression? Je vous l'ai dit, il faut faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Et ce, même si on sait que ça va pas nous procurer du plaisir. Puisque, par exemple, lorsque l'on sort quelque part ou que l'on va manger avec des amis, on sort pour être heureux, pour avoir du plaisir, pour être bien. Une personne dépressive va se dire que ça ne vaut pas le coup puisque ses amis savent qu'elle est un fardeau et il se dit qu'elles n'ont pas envie d'être avec elle. Mais c'est là où il faut se forcer, il faut essayer de sortir de ce cercle vicieux, aller au-devant, même si cela ne va pas nous procurer le plaisir que l'on imagine, le plaisir que l'on imaginait ou que l'on a pu vivre par le passé, au moins le fait de se lever et de faire quelque chose va permettre de contrer notamment les ruminations.
puisque forcément lorsqu'on ne fait rien, il y a beaucoup plus la place aux ruminations et beaucoup plus la place à laisser notre cerveau divaguer. En revanche, lorsque l'on s'occupe avec une activité manuelle par exemple, ou que l'on sort dehors, on a l'environnement qui va occuper une partie de notre cerveau et qui va potentiellement bloquer, stopper les ruminations qui nous maintiennent dans notre mal-être. Et par exemple, donc occuper son cerveau en écoutant de la musique, en regardant un podcast, en regardant une série, en regardant un film, peuvent être des moyens de couper court aux ruminations. Et d'ailleurs, si une personne dépressive remarque qu'elle a plus tendance à ruminer dans une certaine partie de la journée, par exemple le matin lorsqu'elle se lève, c'est à ce moment-là qu'il faut absolument qu'elle fasse une activité pour casser le cercle, pour casser les ruminations. Et je voudrais finir aussi sur quelque chose de très intéressant, notamment dans la dépression, mais qui marche un petit peu partout, un petit peu pour tout le monde, c'est que vos pensées, elles ne vous définissent pas. Même si vous avez des pensées très désagréables à votre sujet, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est comme lorsqu'on est sur la route et qu'on voit une voiture passer. Si on s'y attarde, elle va pouvoir avoir un impact sur nous. En revanche, si on la regarde à peine passer, ou qu'on ne prend pas pour argent comptant le passage de cette pensée ou de cette voiture, eh bien si on décide de ne pas s'y intéresser, c'est déjà une première victoire sur nos pensées et nos ruminations. Et donc à propos de ces pensées, je vous disais qu'elles ne vous définissent pas, et le dernier conseil aussi que je pourrais vous donner, qui est tiré d'ailleurs d'un livre très intéressant, que je vous montrerai juste après, c'est le fait de rester sceptique sur nos pensées, et de remettre en question ce qui arrive dans notre cerveau. Si on a une pensée qui arrive et qui dit « je suis nul », essayez de ne pas forcément la prendre pour argent comptant, de ne pas la croire, mais plutôt de se dire est-ce que j'ai vraiment envie de croire cette pensée ? Est-ce que j'ai vraiment envie de l'accepter et de la garder dans mon cerveau ? D'où le fait de rester sceptique, de pouvoir mettre à distance et de pouvoir vraiment réfléchir, est-ce que j'ai envie de croire cette pensée ? Alors le fameux livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-ci, donc TCC, Thérapie cognitive et comportementale pour les nuls. Il est vraiment très très bien, il est pratico-pratique et il tourne autour de plein de sujets comme les émotions, l'anxiété ou encore la dépression. Si jamais vous avez envie un petit peu de dompter votre cerveau, je vous conseille vraiment ce livre. Voilà, merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que j'ai été suffisamment claire et suffisamment précise. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un commentaire si elle vous a intéressé, ou éventuellement à poser des questions, ça pourra m'aiguiller pour faire un prochain épisode. Également, si vous avez d'autres thématiques que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!